Dans les années 50, une marque de cigarettes approche un homme et lui dit: «Bon, super, là, ouais, tout le monde fume à fond, là, mais nous, on va pas vivre d'amour à d'eau fraîche, donc faudrait un petit peu augmenter le chiffre d'affaires. Tu nous trouveras une solution, toi, on nous a dit que tu étais pas mauvais.» Et alors, ce mec-là, c'est pas n'importe qui, c'est Edward Bernays, le père fondateur des relations publiques. Et alors, ce qu'il va faire, eh bien, c'est qu'il va scanner la société américaine pour essayer de trouver un groupe social à influencer. Et il se trouve qu'il se tourne vers les suffragettes. Alors les suffragettes, c'est pas n'importe qui. Les suffragettes, c'est des femmes éduquées, bourgeoises à New York, qui sont le premier mouvement féministe, un des premiers. Edward intègre leur réunion, essaye de comprendre leur mission, leur vision, et un jour, autour de la table, il leur dit: effectivement, vouloir voter, ok, vouloir avoir un permis, évidemment, un compte en banque, bien sûr. En fait, je suis même totalement d'accord avec toute votre mission et votre vision, mais est-ce que la marche n'est pas un petit peu trop haute? Vous imaginez, vous n'avez même pas le droit de fumer en public. Alors là, les suffragettes, assez intéressées par l'idée, commencent à discuter, et il leur dit: j'aime mieux, je sais ce qu'on va faire. À Pâques, à New York, il y a une grande parade. Donc en fait, ce qu'il faut faire, c'est que vous défiliez. Au milieu de celle-ci, vous sortez de derrière votre cigarette, vous l'allumez et vous la fumez devant tout le monde. Enfin bon, après je propose, vous faites ce que vous voulez. Alors là, les suffragettes totalement conquises, en fait, vont s'exécuter. Mais alors ce que fait Edward Bernays, c'est qu'il va vite voir la deuxième équipe, les photographes, et il leur dit: écoutez les gars, placez-vous ici, parce que va se passer quelque chose. Non, je ne peux pas vous dire. Et par contre, mettez-vous là, préparez vos appareils photo, des journaux, vous allez en vendre. Et le lendemain, gros titre: la torche de la liberté, symbole d'émancipation de la femme. La marque de cigarettes, dans les années qui ont suivi, ont enregistré une bonne plus-value de chiffre d'affaires. Et on peut dire évidemment que Edward Bernays a fait fumer les femmes. Bon, je fais le même métier qu'Edward Bernays, c'est-à-dire comprendre comment fonctionne le cerveau humain et en tirer des stratégies d'influence de masse. La différence que, moi, ça ne m'intéresse pas de faire fumer toute la planète, mais c'est plutôt des gens qui sont sur les réseaux sociaux, qui cliquent tous les jours sur s'abonner sur le compte de mes clients, sans savoir que j'existe, et pourtant, si j'avais pas été là, il l'aurait probablement jamais fait. Mais un jour, je me suis dit, il faudrait quand même rééquilibrer son karma. Comment faire? Et c'est comme ça que je me suis retrouvé créateur de contenu. Donc je partage à ma communauté tous les jours comment fonctionne leur cerveau, comment se défendre des influences, parce que une des seules manières de se défendre des influences, c'est de les connaître. Et c'est pour ça que ce soir, en fait, vous n'allez pas assister à une conférence sur la réalité, mais vous allez assister à une conférence sur ce que fait votre cerveau de cette réalité. Et ça va probablement changer toute votre vision du monde. Alors commençons par une petite expérience. Première question, est-ce que vous pouvez me compter le nombre d'objets rouges qu'il y a dans cette image? Alors je vous laisse le temps, vraiment regarder de gauche à droite, de haut en bas. C'est bon, vous avez votre chiffre, votre nombre. Deuxième question, combien y avait-il de personnes avec un objet dans les mains? Ouais, voilà, effectivement. Mais ce petit truc un peu bizarre là que vous venez de sentir, c'est ce qu'on appelle l'attention sélective. On était tous persuadés que on avait vu l'entièreté de l'image parce qu'on avait eu le temps de voir où étaient les objets rouges, etc. Alors que pas du tout. Pourtant, dans la réalité, il y avait déjà tout, et vous étiez persuadés. Malheureusement, non. Après, vous pouvez vous dire, ok Tom, tu nous as quand même un petit peu influencé, tu nous as demandé de compter les objets rouges, et vous avez raison. Mais, depuis le début de cette conférence, vous respirez de manière automatique. Et alors là, c'est bizarre, parce que, vu que je viens de le dire, c'est plus du tout automatique, vous en prenez conscience. Et même, plus j'en parle, et plus ça devient conscient, vous sentez les poumons qui se gonflent, l'air qui passe par les narines, chaque respiration, chaque expiration, et plus j'en parle, plus ça prend de place, et même tout de suite là maintenant, vous êtes dans l'incapacité de pouvoir respirer de manière automatique. Alors je vous rassure, je ne suis pas rentré dans votre cerveau, même si j'aimerais beaucoup. Mais par contre, j'ai aiguillé votre attention sans vous demander votre autorisation. Et ça montre en fait à quel point votre attention est précieuse et fragile, et à quel point votre réalité, parce que là vous pouvez plus, ça a changé toute votre réalité, vous pouvez plus aspirer de manière automatique, maintenant si, je vous l'autorise, toute votre réalité et comment elle est modelable. Donc on peut se dire super, c'est une question d'attention Tom, mais non, et on va aller beaucoup plus loin.
Prenons les couleurs. Les couleurs, c'est super, c'est joli, il y en a une multitude, on aime bien, on a chacune notre favorite. Bon, mauvaise nouvelle, les couleurs n'existent pas. Ça fonctionne plutôt comme ça, en fait. C'est-à-dire qu'il y a une source de lumière, le soleil, un pouce, si vous voulez. Ça arrive, ça tape sur un objet, une partie de ces longueurs d'onde sont absorbées, et une autre partie est renvoyée jusqu'à votre œil. Et là, votre œil, lui, transforme la longueur d'onde, donc par exemple, aux alentours de 616 nanomètres en rouge, mais dans la réalité physique, il n'y a pas de couleur en fait, il n'y a que des longueurs d'onde. Et alors pourquoi? Pourquoi nous on voit du rouge? En paléolithique, en fait, quand vous cherchez une baie dans un buisson en noir et blanc, c'est dangereux de rester 10 minutes à découvert. Quoi. Et pourtant, si vous ne voyez pas les couleurs, vous restez 10 minutes à découvert. Et un jour, il y a eu une mutation génétique et l'être humain s'est mis à voir les couleurs. Et bizarrement, eux, c'est bizarre, ils survivaient plus que les autres. Et donc du coup, sélection naturelle fait, on s'est mis à voir les couleurs. Autre exemple, le lait. Le lait, vous avez tous servi un verre de lait, vous avez tous vu du lait, etc. On est d'accord, c'est blanc? Non. Le lait, c'est pas blanc, le lait, c'est translucide. Les longueurs d'onde se répercutent tellement dans les particules de graisse qu'il y a dans le lait que le lait est blanc. Et parce qu'en fait, votre cerveau se dit, ok, on va pas calculer ça, c'est un peu trop compliqué, on n'a pas les capacités, on va dire que c'est blanc, ok? Parfait. La couleur, c'est pareil. Donc en fait, notre cerveau a trouvé des solutions cognitives à la survie, et c'est pour ça qu'on voit les couleurs. C'est pas pour rien. C'est parce qu'on est programmé pour la survie et que ça nous a été utile. Alors une question se pose maintenant. Si on voit pas la réalité, qu'est-ce qu'on voit en fait? Et donc pour ça, j'ai deux termes assez faciles. Le premier, c'est la réalité brute. Donc les choses telles qu'elles sont, intrinsèquement parlant. Le lait est translucide. Ça, c'est la réalité brute. Et il y a la réalité perçue. Donc l'interprétation de cette réalité dans laquelle on vit, dans laquelle on est bloqué, on ne peut pas voir la réalité brute qui est, on pourrait dire la vraie réalité, on est bloqué dans notre réalité perçue et là, le lait est blanc pour nous. Et on ne ment pas, il est blanc. Pourtant, il ne l'est pas. Un autre exemple de cette différence de réalité brute, de réalité perçue, ça vous est peut-être déjà arrivé, c'est le ver de tronc. La Terre se met à tanguer. Est-ce que la Terre se met vraiment à tanguer? Je pense pas, parce que sinon tout le monde serait comme ça, quoi. Par contre, vous mentez pas, vous ressentez que ça tangue, et même bien, si tu t'allonges, là, ça commence à tourner, ou tu tournes sur toi-même, super. La réalité brute est toujours ce qu'elle est, on tourne autour du soleil, il n'y a pas de problème, de l'autre côté il fait jour, alors que toi, ça vient de changer toute ton expérience de cette réalité-là. Et donc ça, réalité perçue. Mais il y a un endroit assez intéressant, où il y a cette différence de réalité brute et de réalité perçue, auquel on passe à côté, qui sont en fait les mots. Les mots, c'est quoi? Dans la réalité brute, c'est une onde acoustique, c'est une différence de pression, interprétée par l'onde tympan, et après, ça fait les calculs. Bon, c'est résumé assez rapidement. Et les mots ne portent pas le sens à eux. C'est-à-dire qu'en fait, une fois que ça a été interprété par notre cerveau, on le comprend, parce qu'on a l'éducation, on a la culture, et on a toute notre expérience de vie. Exemple, prenons le mot château. Si on prend le château, si je dis château, il y en a certains, ça va leur faire passer aux vacances dans la Creuse chez leur grand-mère, d'autres Disney, d'autres qui sont par exemple archéologues, peut-être un château, ou qui viennent de fouiller. C'est tous le même mot, et pourtant on le ressent d'une manière différente. Alors si on prend des mots valises comme liberté, vous imaginez la différence de perception qu'il peut y avoir. Pour ancrer tout ça, pour ancrer cette vision de réalité brute, réalité perçue, et voir d'où peuvent émerger en fait les problèmes de cette différence-là, je vous ai fait ce petit schéma. Donc il y a deux personnes. Nous on voit la réalité brute là. On voit qu'il y a un cylindre au milieu de la pièce. Et donc bon, il y en a un qui dit à l'autre, putain, t'as vu à quel point il est magnifique ce cercle là au milieu de la pièce? T'es complètement con quoi. Je sais bien que c'est un carré. J'ai été à l'école, comme toi, réfléchis un peu, mais dis du tien, c'est un carré mec. Ah non, ça m'étonnerait, non. Je sais ce que je dis, c'est un cercle. Bon, vous voyez qu'il y a un problème. Et pourtant, les deux sont de bonne foi. Et alors, il y a quelque chose d'assez intéressant, c'est que on se rend compte que les bonnes associations, que ce soit en couple, que ce soit pour le business, c'est passé au-delà d'eux. Mais t'es complètement con ou quoi? Parce qu'en fait, là, la seule manière de savoir la vérité, de percevoir la réalité brute, c'est d'être deux, de s'écouter, et de se dire, mais en fait, c'est un cylindre qui est au milieu de la pièce. Et là, on est dans le juste. Et d'ailleurs, c'est de ça qu'est tirée la méthode scientifique, avec les PR, les points de vue, etc., qu'on est d'accord. Faut aller un petit peu conceptualiser, puis revenir dans notre réalité perçue pour essayer de comprendre ce qui se passe. Bon, et malheureusement, un endroit où c'est bien dévastateur, cette différence de réalité perçue, c'est l'amour. Il y a une étude qui a été faite en Belgique en 2011, où je crois qu'il y aurait 312 disputes par an dans les couples, dans les ménages,
Donc c'est-à-dire à peu près une par jour. Bon, c'est à prendre avec des pincettes, hein, parce que c'est pas sorti d'un labo, et ça prend en compte de la petite embrouille à la grande embrouille. Et vous avez très certainement vu ou déjà vécu ça. Ça fait 2 fois cette semaine que tu rentres à 2h du matin, tu ouvres la porte de chez toi, là tu vois, une petite lumière au fond. Donc c'est à cette heure-ci que tu rentres, super. Tu m'abandonnes, tu n'as plus rien à foutre en fait de nous, genre tu veux pas faire la fête avec tes potes, tu rentres complètement arraché. Wow. Alors déjà, est-ce que je t'ai demandé de m'attendre? Je vois pas. Pourquoi tu es toujours en train de tout dramatiser? Et de quoi? Ça veut dire que j'ai pas de vie en fait? Je veux pas. T'es obligé de tout contrôler, il faut que tu contrôles ma vie. C'est super, hein? Bon. Ça c'est ce qu'on appelle en jargon technique une grosse différence de réalité perçue. Et ça peut faire des dégâts. Mais ça tombe bien parce qu'en fait, j'ai eu un protocole en 4 étapes pour désamorcer des embrouilles avant même qu'elles n'explosent. La première, en fait, c'est parler de la réalité brute. La réalité brute, c'est ce qui peut être filmé par une caméra. Ça ne peut pas être filmé par une caméra, c'est pas de la réalité brute. Donc c'est-à-dire, ok, cette semaine, tu es rentré 2 fois à 2h du matin, tu m'as pas prévenu, et t'avais peut-être un peu bu. D'accord. Ça, c'est la réalité brute. Deuxième étape, réalité perçue. Ça, cette réalité brute, m'a fait me ressentir abandonné, ça me fait stresser, je me sens pas bien. Ok, super. Donc du coup, il y a un besoin. On va aller chercher ce besoin. C'est quoi ce besoin? Écoute, j'ai besoin de prévisibilité, j'ai besoin d'être rassuré. Ok. Qu'est-ce qu'on met en place pour ça? 4e étape, définir une action. Donc en fait, j'aimerais bien que, quand il se passe ça, quand tu sais que tu vas rentrer tard, juste tu m'envoies un message. Tu dis, ok chérie, ce soir je vais rentrer un petit peu tard, t'inquiète, m'attends pas, va te coucher, bisous. Voilà. Et si t'es d'accord, on met ça en place, et on vient de désamorcer un truc avant même qu'il explose. Parce qu'en fait, il y a un gros biais cognitif, qui est que on croit savoir dans quel état mental est l'autre en face. Mais c'est quasi impossible en fait. Et pourtant, on en est persuadé. Mais c'est quasi impossible. C'est-à-dire que si ce n'est pas dit texto, c'est compliqué. Donc, voilà pourquoi ça est intéressant. Et c'est-à-dire que ça se rapproche de la méthode, en fait, de la communication non violente. On a vu aujourd'hui que votre attention découpe la réalité. On a vu que notre cerveau crée des trucs utiles pour notre survie, mais qui n'existent pas vraiment, voire qui nous trompent. On a vu qu'un mot, en fait, on est peut-être d'accord juste sur le mot, mais pas du tout sur ce que ça nous fait sentir ou projette. On a vu évidemment qu'une différence de réalité perçue, ça va faire des dégâts. Mais Edouard Bernays, il n'a pas changé la cigarette. Dans la réalité brute, ça reste toujours un produit qui nique les poumons et donne le cancer. Ok. Par contre, dans la réalité perçue, c'est devenu un symbole, un outil au service d'une cause. Et ça fait vendre. On pourrait dire, ok, c'est notre réalité perçue, mais non. Le problème, c'est de prendre notre réalité perçue comme la réalité brute. Mais le problème, c'est que, tant qu'on nous l'a pas dit, en fait, on fait pas tellement la différence. Et vu que ça a pas l'air d'être la priorité de l'éducation nationale, il y a plein de gens qui tombent dans ce panneau-là. Parce qu'en fait, on vit tous avec une idée très rassurante qu'on partage 80% de la réalité. En fait, avec ce qu'on vient de voir, on est plus aux alentours de 15, 20% si on est généreux. Et tout le reste, c'est des constructions de notre cerveau, des solutions cognitives, des histoires, des récits. De ça, une bonne et une mauvaise nouvelle. La mauvaise, c'est que peut-être en fait, on partage pas autant de choses qu'on croit partager. Même si on vit un super moment avec nos potes, on le vit chacun dans notre réalité perçue. Par contre, la bonne, c'est que la réalité, c'est peut-être pas quelque chose qu'on subit en fait. C'est peut-être quelque chose qu'on peut co-créer. Donc en fait, maintenant, s'il y a une embrouille, s'il y a une tension, n'importe où que ce soit, avec n'importe qui que ce soit, la seule question à se poser, c'est en fait, est-ce qu'il n'y a pas un syllabe au milieu de la pièce que je ne vois pas? Merci beaucoup.